En fait, j'ai vérifié. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire de l'Europe où l'architecture de sécurité de son propre continent a été décidée par des puissances extérieures sans qu'aucun Européen ne soit à la table. Ce qui se passe actuellement entre l'administration Trump et la Russie à Riyad, en Arabie Saoudite. Cela n'est jamais arrivé. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau avec moi le fantastique Arnaud Bertrand, l'un des meilleurs et des plus profonds analystes politiques de Twitter. Je recommande à tout le monde de s'abonner à Arnaud, car il vise juste à chaque fois. Il fait une analyse des affaires courantes et des données absolument fantastiques. Arnaud, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Arnaud, welcome back to the channel. Merci encore de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici, Pascal. We're glad to have you here to give us a update on. Je suis heureux de vous avoir ici pour nous donner une mise à jour sur tout ce qui se passe à une vitesse fulgurante par rapport aux 3 dernières années en ce qui concerne les négociations de paix entre la Russie et les États-Unis. Nous parlons aujourd'hui, le 19 février, et la première rencontre entre Lavrov et Rubio vient d'avoir lieu. Pourriez-vous nous dire quelles sont les autres choses importantes à garder à l'esprit qui se passent autour de nous en ce moment? Could you tell us the other things that are important to keep in mind that are going on around us right now? Bien sûr. Je veux dire, il se passe tellement de choses avec la nouvelle administration Trump que dresser une liste de ce qui s'est passé en un mois va prendre des heures. Je pense que l'une des premières choses dont j'ai tweeté lorsque la nouvelle administration Trump a commencé, ce sont certaines déclarations de Rubio qui se démarquaient vraiment des administrations américaines précédentes. Il a reconnu l'existence de l'ordre mondial multipolaire. Il a clairement dit que nous sommes dans un ordre mondial multipolaire, ce que je ne pense pas qu'aucun responsable américain, surtout à un niveau aussi élevé, ait jamais dit auparavant. L'administration Biden s'accrochait à l'ordre précédent. Donc, cette nouvelle administration se distingue vraiment en reconnaissant que l'ordre précédent a disparu, n'est-ce pas? C'est un monde multipolaire maintenant. Et ce qu'il a également dit, c'est que non seulement l'ordre précédent avait disparu, mais que ses caractéristiques devaient être complètement changées. Parce que je pense, le langage qu'il a utilisé était que ces caractéristiques étaient utilisées comme une arme contre les États-Unis. L'ordre précédent était devenu une arme. Ainsi, les États-Unis sont passés d'un pays qui a créé l'ordre précédent à un pays qui le voit maintenant comme une arme utilisée contre lui et cherche à le changer complètement. C'est donc un changement assez incroyable. Et puis, bien sûr, vous avez eu, je veux dire, passons directement à ce qui se passe en Europe en ce moment. Vous avez eu le discours incroyable de J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich, donnant essentiellement un grand sermon aux Européens, annonçant « Vous savez, nous ne partageons plus vos valeurs. Comme nous ne vous reconnaissons pas, ce n'est pas qui nous sommes. Nous sommes idéologiquement différents de vous. » Ce qui est également incroyable, car cela marque en quelque sorte la fin de l'Alliance occidentale, qui était une caractéristique clé du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il soit très important de reconnaître que ce que Vance a dit, c'est que nous, les États-Unis, restons fidèles à nos principes, n'est-ce pas? Nous restons fidèles à la démocratie, à la pluralité, à la liberté d'expression, etc. Tandis que vous, ce que vous avez fait en réalité, c'est que vous avez restreint la démocratie. Vous avez restreint la liberté d'expression. Vous avez restreint toutes ces valeurs qui nous sont chères, même si vous proclamez que vous êtes pour celles-ci, n'est-ce pas? Donc Vance a en quelque sorte mis un miroir devant leur visage.
Oui, mais c'est extrêmement hypocrite parce que pourquoi l'Europe est-elle devenue ainsi? C'est en suivant les États-Unis, n'est-ce pas? Donc un exemple qu'il a donné dans son discours était celui de la Roumanie. Vous savez, comme vous vous en souvenez, il y a eu des élections en Roumanie et ensuite le peuple a voté pour un candidat d'extrême droite. Et ces élections ont été annulées en raison d'une supposée ingérence russe sur les réseaux sociaux et TikTok. Et les États-Unis ont été les premiers à applaudir cela. J'ai en fait trouvé la déclaration du département d'État américain qui précède toute déclaration de l'UEMER. Donc ils ont mené ces applaudissements pour une annulation d'élection basée sur un mensonge, car il a été prouvé par la suite que c'était un mensonge. Ces allégations d'ingérence russe sur TikTok ont en fait été financées par le candidat qui a perdu, le candidat roumain, ou plutôt le parti du candidat roumain qui a perdu. Donc, c'était quelque chose qui se passait en Roumanie. Ça n'avait rien à voir avec la Russie. Et donc, les États-Unis ont mené cela et les Européens ont suivi. Une grande partie de ce que Vance critiquait à propos de l'Europe était en réalité ce que les États-Unis faisaient également et souvent poussaient l'Europe à faire. Il est donc très pratique pour les États-Unis de blâmer l'Europe pour tout cela. Nous comprenons. Les États-Unis veulent envoyer le message qu'ils ne sont plus comme ça. Mais c'est aussi très hypocrite de tout mettre sur le dos de l'Europe, alors que l'Europe a été un vassal des États-Unis pendant de nombreuses années. Et ils étaient simplement de bons vassaux à bien des égards. Ouais, mais c'est ce qui se passe. Si vous vous faites vassal et qu'il y a ensuite un changement de propriétaire, alors ne. Je veux dire encore une fois, comme c'est ce à quoi vous vous exposez. Et c'est pourquoi ils paniquent en ce moment, n'est-ce pas? Mais continuons un peu. Nous aborderons cela plus tard. Mais à propos des négociations de paix maintenant et de la réaction de l'Europe à ce sujet. Car il semble vraiment que nous sommes maintenant à un point où il est clairement compris que la Russie et les États-Unis, tous deux, veulent une solution. Donc la question est seulement, comment allons-nous résoudre cela diplomatiquement? Mais il n'y a plus de question si nous allons le résoudre diplomatiquement, n'est-ce pas? Oui. Donc, je veux dire, clairement, les États-Unis veulent une solution. Et bien sûr, le fait le plus important ici est l'exclusion de l'Europe. Je ne suis pas sûr exactement pourquoi l'administration Trump a décidé d'exclure l'Europe. Mais généralement, quand vous n'êtes pas à la table, comme le dit l'expression, vous êtes au menu. Donc je soupçonne que c'est pour cela. On peut le voir à partir de certaines déclarations de responsables américains, notamment autour des garanties de sécurité à donner à l'Ukraine par la suite, ce dont je ne me souviens pas quel responsable a dit, mais en gros, le message est que l'attente est que ce sera principalement donné par les Européens et non par les États-Unis. Et c'est vraiment ce qui coûte cher, n'est-ce pas? Les garanties de sécurité, le déploiement de troupes sur le terrain et ensuite toute la reconstruction de l'Ukraine. Je pense que la raison pour laquelle les États-Unis négocient directement avec la Russie est pour que l'Europe paye la facture de tout cela. De plus, Trump a déclaré publiquement qu'il s'attendait à récupérer son argent de toutes les dépenses en Ukraine. Je crois que c'était The Telegraph qui a publié une proposition d'accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur le partage des revenus des ressources naturelles de l'Ukraine à 50-50 à l'avenir. Donc en fait, les États-Unis essaient d'être ceux qui se font rembourser leurs dépenses, tandis que l'Europe a eu des dépenses similaires, voire plus importantes, et que tous les coûts seraient supportés par l'Europe. C'est encore assez incroyable, parce que d'une part, une grande partie de ce qui s'est passé est due au fait que des gens aux États-Unis l'ont poussé, n'est-ce pas?
Victoria Nuland, Blinken, et ainsi de suite. D'autre part, l'argent que les États-Unis ont dépensé n'était pas de l'argent qu'ils ont simplement jeté par la fenêtre ou brûlé dans une chaudière. C'était de l'argent qui est revenu directement dans leur propre complexe militaro-industriel, n'est-ce pas? Ils ont soutenu leur propre économie, et de plus, la plupart de l'argent que les Européens ont dépensé est également retourné là-bas. Donc c'était, et maintenant, changer le récit en disant « Oh, nous avons gaspillé tellement d'argent, vous devez nous donner plus d'argent » est d'une part absolument incroyable. D'autre part, je veux dire, c'est ce qu'est la politique. Je veux dire la politique mondiale. Je veux dire, à quoi d'autre vous attendriez-vous? Oui, oui. Je veux dire, exactement. Cela est connu depuis les anciens Grecs, n'est-ce pas? Vous aviez Thucydide, qui a écrit que les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je veux dire, c'est juste un fait. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les Européens ne peuvent que se blâmer eux-mêmes d'être entraînés dans cette situation. Et ils n'ont même pas eu le pire de tout le discours, n'est-ce pas? Le pire est subi par les Ukrainiens, qui ont perdu tous ces maintenant des centaines de milliers, sinon je veux dire au moins des centaines de milliers de personnes, ruinées pour les 20-30 prochaines années. Et maintenant, la discussion ne porte pas sur le fait de savoir si vous serez reconstruit, mais sur qui obtiendra vos ressources, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est comme un triple F, d'une manière difficile à imaginer. Ouais. Sur le montant des réparations, je veux dire, la simple notion que l'Ukraine devra payer des réparations aux États-Unis est incroyable en soi, non? Parce que c'est comme si elle avait été vaincue par les États-Unis, que les États-Unis sont un vainqueur ici contre l'Ukraine. Ce qui, d'une certaine manière, c'est le cas. J'ai écrit un tweet sur le fait que toutes les guerres par procuration, au bout du compte, sont une guerre sur deux fronts, avec un front contre l'ennemi principal et l'autre front contre votre patron, non? Parce qu'il vous utilise pour son propre intérêt et non le vôtre. L'Ukraine a été extrêmement naïve de ne pas voir cela, de se laisser utiliser de cette manière. Et bien sûr, l'Europe aussi est incroyablement naïve, parce que dans une moindre mesure que l'Ukraine, bien sûr, elle va devoir supporter la plupart des coûts, tout en ne tirant absolument aucun bénéfice de toute cette aventure. Que pensez-vous que les Russes tirent de cela, d'après votre observation? Parce qu'ils voient clairement, je pense, les mêmes choses que nous, et ont probablement une analyse similaire. Et ils essaieront d'en tirer le meilleur parti, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez un potentiel, pas un allié, mais quelqu'un qui jouera avec vous. Et vous savez, vous pouvez enfin résoudre ce fichu plus gros problème à votre frontière, tout en gardant à l'esprit que vous avez d'autres intérêts, n'est-ce pas? L'intérêt de maintenir une très bonne relation avec la Chine, l'intérêt de faire progresser les BRICS. Comment pensez-vous que les Russes sont engagés dans ce processus maintenant? Je réfléchissais justement à cette question. Et je pense en fait que paradoxalement, malgré certaines rhétoriques, peut-être que les Russes ont plus à cœur les intérêts des Européens que les Américains, parce qu'ils ont vécu une situation un peu similaire, n'est-ce pas? Je veux dire, cela peut être comparé à la rupture sino-soviétique, n'est-ce pas? Ce qui se passe en ce moment, c'est une rupture américano-européenne. Clairement, ils se séparent. Nous pouvons le voir. Tout le monde peut le voir. À l'époque, la rupture sino-soviétique s'est faite aux dépens de l'Union soviétique. Finalement, après que Kissinger soit allé reconnaître la Chine a rejoint l'ordre international dirigé par les États-Unis. L'Union soviétique s'est retrouvée toute seule et a finalement chuté, traversant une décennie ou plus de difficultés extrêmes.
Et je pense, je veux dire, si j'étais à la place de la Russie, étant donné que l'Europe est mon voisin, je ne voudrais pas leur infliger de telles difficultés, car ce ne serait pas tellement dans mon intérêt d'avoir cela. Surtout compte tenu de l'histoire de l'Europe, avec des périodes de difficultés, créant vraiment beaucoup de problèmes, de guerres, etc. Donc je pense que les Russes sont probablement des étudiants plus assidus de l'histoire. Et il ne serait pas si exagéré de croire que dans les négociations, ils pensent probablement aux intérêts de l'Europe plus que l'administration Trump, parce qu'ils ont vécu cela, et parce qu'ils sont géographiquement plus proches et donc plus préoccupés par les inconvénients potentiels d'humilier vraiment l'Europe. Je pense que vous avez peut-être raison. Du moins si notre évaluation de l'analyse de la politique étrangère de la Russie et de la connaissance de l'histoire est exacte. Et je pense que c'est le cas, parce que l'autre parallèle très important serait bien sûr la manière dont l'Allemagne a été humiliée en 1918, juste après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles a vraiment pressé les Allemands et a mis tout le blâme sur eux. Et, eh bien, cela a donné naissance à Hitler. Si la Russie voulait empêcher une chose, ce serait qu'un autre Hitler européen émerge, n'est-ce pas? Donc c'est probablement dans leur esprit, surtout parce que la Seconde Guerre mondiale est un sujet si important pour leur histoire nationale, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et les Américains, comme d'habitude, ont beaucoup de chance grâce à leur position géographique, n'est-ce pas? Ils sont entourés par 2 océans. Donc même s'il y a un grand désordre qui se produit en Europe, une guerre, surtout avec l'administration Trump, qui semble vraiment se retirer de l'Europe, vous savez, ce serait moins préoccupant pour eux que pour la Russie. Pensez-vous que l'OTAN survivra à cela? Parce qu'il semble qu'il y a un an, l'OTAN n'avait jamais été aussi forte. Et même en ce moment, les appels à porter les dépenses de défense à 5%, bien que cet argent n'aille pas directement à l'OTAN, concernent les pays, n'est-ce pas? Mais l'OTAN semble toujours assez sûre d'elle. Mais si la paix se concrétise réellement de la manière dont les États-Unis et la Russie y travaillent, ce sera la plus grande défaite de l'OTAN de son histoire. De plus, il y a ce problème constant que les États-Unis pourraient partir. En fait, si les Européens ne jouent pas le jeu, s'ils essayent de saboter, la chose la plus facile que les États-Unis puissent faire est de menacer de quitter l'OTAN, n'est-ce pas? Et ainsi les remettre en ligne. Alors, pensez-vous que l'OTAN sortira gagnante de cela? Je ne vois pas comment, pour être honnête. Donc tout d'abord, la proposition qui semble être sur la table est que les Européens fourniront une garantie de sécurité en Ukraine. Et s'il y a un problème, si la Russie attaque ou quelque chose, les États-Unis, c'est-à-dire l'OTAN, essentiellement l'article 5, n'entrera pas en jeu. C'est ce que j'ai entendu. Donc c'est déjà un affaiblissement significatif de l'OTAN, n'est-ce pas? De facto, c'est l'OTAN avec un astérisque, n'est-ce pas? Il y a certaines situations où l'article 5 ne s'applique pas si vous êtes attaqué par la Russie dans ces conditions. Donc cela affaiblit déjà l'OTAN. L'OTAN est, vous savez, absolument dirigée par les États-Unis, comme nous le savons tous. Et vous savez, avec l'administration Trump, les États-Unis étant si réticents à s'engager en Europe, je pense, vous savez, comme Michael le disait, l'OTAN deviendra redondante, effectivement. Ce que je pense être une bonne chose. J'ai toujours été un militant à ce sujet depuis des années. Je pense que l'OTAN, même De Gaulle à l'époque l'a reconnu, et c'est pourquoi il a lui-même quitté l'OTAN. L'OTAN a toujours été un instrument de contrôle des États-Unis sur l'Europe, parce que si vous contrôlez la défense d'un pays, alors vous pouvez effectivement dicter n'importe quoi. C'est comme si cela devenait un racket de protection, n'est-ce pas?
anything. It's like it becomes a protection racket, right? So, yeah, if you don't do Donc oui, what I'm asking, si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, there goes alors your votre sécurité So it disparaît. was always a big strategic mistake. C'était donc toujours une grande erreur stratégique, la plus grande erreur stratégique de la part de l'Europe de se laisser protéger par les États-Unis. Car pour la raison même que cette situation que nous voyons aujourd'hui pourrait survenir, où vous avez une administration américaine complètement différente idéologiquement et qui utilise ce système de protection comme levier contre l'Europe pour dicter des conditions qui ne sont vraiment pas dans l'intérêt de l'Europe. Cela devrait donc également être la leçon clé de ce qui se passe actuellement du point de vue européen, à savoir que nous devons soit expulser les États-Unis de l'OTAN, soit faire de l'OTAN une affaire de défense purement européenne. Ou bien nous construisons notre propre armée, une armée européenne, afin de pouvoir nous protéger selon nos propres intérêts sans dépendre de qui que ce soit d'autre. Mais jusqu'à présent, les déclarations de certains dirigeants européens sont très inquiétantes, car ils ne semblent pas du tout comprendre cette leçon. Par exemple, j'écoute Mark Rutte, qui est le Premier ministre des Pays-Bas, et il cède sur tout, comme si nous allions fournir les garanties de sécurité. L'OTAN va survivre. Nous allons tout faire pour rester unis avec les Américains. C'est un déni complet de la réalité, et il ne tire aucune leçon de ce qui se passe. Je veux dire, Alex Christoforou a bien résumé la situation en disant que, vous savez, Mark Rutte, il suffit de le percevoir comme le PDG de l'OTAN, n'est-ce pas? Bien qu'il ait été le leader des Pays-Bas, maintenant, il est le PDG de l'OTAN. Donc évidemment, il dirait des choses comme ça, et évidemment, il essaiera de vendre l'OTAN partout où il le peut. Mais l'autre chose, est-ce que les Européens en font? Car ils parlent maintenant de leur propre défense et du fait que les États-Unis ne sont plus fiables, n'est-ce pas? Et il y a cet argument, en fait, de John Mearsheimer, qui, dans un podcast, a dit que les Russes pourraient en réalité avoir un intérêt à ce que les États-Unis restent dans l'OTAN pour fonctionner comme un équilibrant offshore pour l'Europe. Parce que si l'Europe était complètement seule et avait sa propre armée, etc., cela pourrait être encore plus effrayant pour les Russes que d'avoir les États-Unis connectés à elle et de restreindre les Européens dans un sens. Que pensez-vous de cet argument? Cela vous semble-t-il logique? Ça semble, oui, ça semble, je veux dire, ça dépend toujours de l'administration américaine, n'est-ce pas? Parce que ça pourrait aller dans les deux sens. Donc si c'est Trump, bien sûr, ça fonctionne. Mais si c'est, vous savez, une administration démocrate extrêmement anti-russe, alors ça ne fonctionne plus du tout, comme nous l'avons vu avec l'Ukraine. Ce n'étaient pas les Européens qui menaient la voie avec l'OTAN pour contenir la Russie. C'était exactement le contraire. C'était les Américains dans l'OTAN qui ont essayé de l'étendre petit à petit jusqu'à la frontière russe. Donc, oui, je ne suis pas vraiment sûr d'adhérer complètement à cet argument. Si vous pensez à très court terme, bien sûr. Mais si vous pensez à long terme, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, la Russie bénéficie probablement plus d'une alliance occidentale divisée à la fin de la journée. Parce que vous savez, c'est juste de la logique pure. Quand vos adversaires sont divisés, c'est mieux pour vous que lorsqu'ils sont tous unis contre vous. Oui. Surtout, si vous venez de gagner et de prouver que vous pouvez gagner une guerre contre pratiquement tout le collectif, n'est-ce pas? Même si c'était canalisé, c'était tout le collectif. Et les Russes ont résisté à l'épreuve du temps militaire, n'est-ce pas? Mais pensez-vous que si les Européens décidaient de prendre en charge leur propre sécurité et de créer ces forces armées collectives, seraient-ils institutionnellement capables de le faire? Parce qu'ici, vous savez, cette comparaison avec l'histoire, surtout avec la France, est tellement intéressante.
il y avait une idée de créer une armée européenne en 54 ou 55 par le premier ministre français de l'époque, proposée puis négociée. Et à la toute fin, c'est le Parlement français qui a coulé l'idée en 56 ou 57 et a dit non, nous n'allons pas faire ça. Et cela ne s'est jamais concrétisé. Donc la question, même au sein de l'UMPM, laissons de côté le Royaume-Uni, mais un membre serait-il institutionnellement capable de créer cela? Parce que cela signifierait que, pour la première fois, vous auriez un ministre de la Défense, et tous les pays de l'UMPM ont très peur de céder encore plus de souveraineté à une institution comme celle-là. Je veux dire, il pourrait y avoir différentes configurations où vous pourriez avoir des armées purement européennes qui s'engageraient ensuite comme l'OTAN. En gros, n'est-ce pas? Elles s'engageraient simplement à se défendre mutuellement dans certains scénarios. Donc, il n'est pas nécessairement besoin d'une armée européenne. Ça pourrait aussi être une sorte d'alliance à la manière de l'OTAN, mais sans les États-Unis. Et je pense que si vous le regardez purement du point de vue des intérêts européens, oui, cela a du sens. Si vous y réfléchissez logiquement, cela a parfaitement du sens, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Parce que vous savez, si vous regardez, nous dépensons pour cela. C'est une dépense énorme, comme 2-3% du PIB, pour, eh bien, certains pays n'y sont pas, mais c'est le type de dépense dont nous parlons. Et la plupart de cela va à l'industrie américaine en ce moment. Donc, si nous pouvions rediriger cela vers l'Europe, c'est tant mieux. Si vous pensez dans l'intérêt de l'Europe, oui, cela a beaucoup de sens pour des raisons stratégiques, économiques et ainsi de suite. Il existe différentes configurations possibles, soit, comme vous l'avez dit, une armée européenne, mais il peut y avoir des questions de souveraineté ou d'alliance, etc. Je pense que le principal problème est en fait que les Européens ne pensent pas dans leur propre intérêt. Ils ont été tellement habitués au statu quo de l'Alliance transatlantique, où la sécurité ne peut être envisagée que comme une chose occidentale et non purement européenne. C'est le principal obstacle. Il doit y avoir une évolution des mentalités, une sorte de révolution culturelle dans la façon dont les élites européennes pensent en faveur de leurs propres intérêts. Je pense que c'est le principal problème. Pensez-vous que nous allons obtenir cela? Parce que nous l'avons eu une fois. Je veux dire, si vous regardez le succès de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, c'était un point culminant dans les années 1970, n'est-ce pas? Entre 73 et 75. À la fin, vous aviez environ 50 ministres des Affaires étrangères prenant une photo de la Russie aux États-Unis, et tous les Européens en faisaient partie. C'était à une époque où l'Europe était encore divisée. Vous aviez ce moment où les Européens ont pu connecter leurs intérêts aux intérêts plus larges de la région, et même de la très large région. Il semble qu'en ce moment, ils ne soient pas capables de le faire. Mais quel est votre pressentiment sur le fait que l'eau froide qui est versée sur l'Europe en ce moment va les réveiller ou non? Je pense que la génération actuelle de dirigeants est sans espoir, malheureusement. Mais comme le dit le proverbe, les bons moments créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles, et les temps difficiles créent des hommes forts. Donc nous entrons dans les temps difficiles. Et malheureusement, je pense que cela va durer un certain temps. J'ai souvent dit que l'Europe entre dans son propre siècle d'humiliation, et nous sommes sur le point de vivre une humiliation probablement sans précédent. J'ai vérifié. Il n'y a pas de moment dans l'histoire de l'Europe où l'architecture de sécurité de son propre continent a été décidée par des puissances extérieures, sans personne de l'Europe à la table, ce qui se passe actuellement entre l'administration Trump et la Russie à Riyad, en Arabie Saoudite. Cela n'est jamais arrivé. Même Yalta,
souvent considérées comme assez stratégiquement mauvaises pour l'Europe, avaient Churchill là-bas. Churchill était à la table. Donc oui, cela ne s'est jamais produit. C'est une humiliation sans précédent. Donc oui, nous allons subir les conséquences de cela. Et espérons qu'en fin de compte, une génération de dirigeants plus sages émergera de cela. Et c'est aussi le côté positif du discours de vision de Vance, de l'attitude de l'administration Trump envers l'Europe. Cela va faire réaliser à beaucoup de gens que le monde a changé, que la fin de l'histoire est terminée et que l'Europe doit enfin se réveiller et s'adapter au monde dans lequel elle vit. Mais ces choses prennent du temps. Il faut changer les programmes dans les universités de relations internationales ou toutes ces écoles comme Sciences Po en France qui forment les futures générations de dirigeants. Je veux dire, il faut beaucoup de temps pour que ce type d'idées s'infiltre. Donc oui, cela ne va pas arriver bientôt. Je ne pense pas. Yeah, it's not going to happen soon. I don't think so.